Bonjour à tous et bienvenue chez Indie. Alors, comme on l'a dit, moi je vous propose une petite rétrospective de l'app mobile Indie qui a été développée en React Native, d'où le Lyon.js. Et cette application, donc elle a été release en septembre 2022 et je vous propose une petite rétro un an et demi après, avec des chiffres quand même assez sympas. On a eu 50 000 téléchargements il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a des notes assez canons sur les stores, donc on n'en est pas peu fiers et on en profite pour le dire. Alors, moi, c'est Julien, je suis lead développeur chez Indie et le seul truc à savoir, c'est que j'ai travaillé, bien évidemment, sans surprise, sur l'app mobile d'Indie. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va voir 3 points. Je vais essayer de vous faire une mini introduction sur React Native, mais en fait, on n'est pas forcément là pour ça. Il y a des Getting Started qui feront ça bien mieux que moi. C'est pas... Tu veux pas démarrer, toi? Oui. Il y a des Getting Started qui feront ça bien mieux que moi et on va faire ça très rapidement et ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Et après, je vais vous parler plus en profondeur d'Expo. Donc si on fait du React Native, on fait souvent du Expo, ça va souvent l'un avec l'autre. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément identifié au début et honnêtement, c'est vraiment fort Expo, donc ça vaut le coup de s'attarder un peu dessus. Et après, je vous propose de passer un petit peu de temps sur les quelques problèmes parmi tous les problèmes qu'on a pu rencontrer. J'en ai sélectionné quelques-uns en me disant qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer là-dedans. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Allez, première slide légèrement à troll. Au début, il a fallu choisir une technologie. Il a fallu qu'on choisisse parmi 3 technologies. Alors sans s'attarder trop longtemps sur les technos, il y a React Native, bien évidemment, vous en doutez. Il y avait Ionic qui permettait de porter du Vue.js sur du mobile. Chez Indie, notre codebase elle était en Vue, donc c'était quand même un candidat assez naturel. Et il y a Flutter qui est fait en Dart, qui est super bien dans la hype stack, etc. Pour briller en société, ça aurait été pas mal. Mais on a préféré React Native pour 3 raisons. Déjà parce que les performances, en fait, elles étaient correctes. Alors que Ionic, on avait testé un petit peu, on avait été un peu déçus. Flutter était très correct aussi, mais React Native suffisait largement. Et pour nous, chez Indie, on a un produit qui est assez canon et la user experience, c'est quelque chose de vraiment important. Et on ne voulait pas dégrader la user experience avec des perfs pas au niveau, donc on a été assez vigilant là-dessus. On était aussi, React Native c'est du JS, c'est du TS. Nous on fait tous du full stack. On connaît le JS, on connaît le TS, on galère déjà suffisamment au quotidien avec. Alors on n'avait pas vraiment envie de se rajouter du Dart dans la chaîne, donc ça nous rassurait un peu de rester là-dessus. Et il y a un point en fait qui est important aussi quand on choisit une techno, c'est le nombre de devs dispo sur le marché qui connaissent la techno. Flutter ça a commencé, Ionic, il y avait 4 bibis qui se couraient après dans Lyon qui connaissaient. C'était clairement peut-être pas le bon move, alors que React Native on marche un petit peu dessus. Enfin, on pensait marcher dessus, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas. Donc notre grand gagnant, c'était React Native, et c'est parti. Alors très rapidement comme promis, qu'est-ce que c'est React Native? Et déjà, qu'est-ce que c'est React? React, si vous ne connaissez pas, mettons. Si vous ne connaissez pas quand même, c'est ça. React, donc c'est à gauche une espèce de markup, un espèce de mélange entre du HTML et du JS. On appelle ça du JSX. Et ça va passer à travers toute une moulinette et à la fin il y aura un rendu visuel sur une cible donnée. Donc grosso modo, pour faire très simple, on va rendre du web avec React DOM, donc rendre un DOM avec React DOM, rendre du natif avec React Native, rendre de la CLI, donc ce que vous avez dans les terminaux, avec React CLI, et du PDF avec React PDF, etc. etc. et vous pouvez y aller à l'infini là-dessus. React Native, par-dessus ça, là tout de suite, quand on pense React Native, on se dit « Waouh !» Mais c'est génial, ça veut dire que je code sur le web et je peux l'envoyer sur le natif. Non. React Native, ça ne vous permettra pas, avec des nuances, ça ne vous permettra pas d'envoyer le même code sur le web et sur le mobile. Vous n'allez pas pouvoir prendre votre site web qui est en React et l'utiliser tel quel sur React Native. Alors, il se trouve que ce matin, on m'a glissé dans l'oreillette que c'est plus tout à fait vrai. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était le cas. Si vous faites du React Native, en fait, par rapport donc, à ce qu'on voit au-dessus, où j'ai une markup HTML avec des divs, des spans, etc. Si vous faites du React Native, il n'y a plus de div, il n'y a plus de span, et vous utilisez des balises de React Native. Donc pour représenter un div, c'est une view React Native, un texte, du span, c'est un texte React Native. Si jamais
Alors avant les technos super waouh qui permettent de cracher du natif avec React DOM, mais si jamais vous vouliez quand même faire du web avec React Native, il existe React Native Web qui se rajoute encore par-dessus React Native, qui se rajoute par-dessus React et qui peut permettre de cracher du web à partir de React Native. Moi j'ai beaucoup joué avec dans mon bac à sable, j'ai beaucoup aimé, mais on ne l'a pas utilisé chez Indy parce que c'était déjà assez compliqué comme ça et on n'avait pas le besoin, donc on ne s'est pas rajouté ça. Donc je ne pourrais pas vous faire de retour très objectif là-dessus. Alors ensuite, pour comprendre un peu mieux la suite, je vous propose une slide simplifiée de l'architecture de React Native. React Native, en fait, c'est ça. Vous avez votre code React qui va être utilisé pour générer un bundle JS qui contient tout votre code JS. Et ce code JS, en fait, il va s'exécuter dans un thread, le thread JS, qui fait tourner une VM.js. Et en fait, dans votre application, donc il y a du code JS qui tourne, et ce code, il va discuter avec tout ce qui est natif ici, via le bridge, donc ça fait vraiment partie intégrante de React Native, via des échanges JSON et le bridge. Alors encore une fois, c'est plus tout à fait vrai, ils sont en train de migrer sur une nouvelle architecture qui remplace le bridge par autre chose, mais globalement, on retrouve à peu près la même idée avec la nouvelle architecture. Ça, c'est important de l'avoir en tête, d'avoir aussi en tête que là, tout ce qui est natif, ça s'exécute dans un autre thread que le JS. Donc ça veut dire que dans mon application React Native, j'ai du JS qui s'exécute d'un côté dans une VM, et j'ai tout ce qui est natif dans un autre thread. Pour représenter un peu l'application React Native d'une autre manière, c'est... Ah bah super, je n'ai pas corrigé ma slide. Il y a ça, on peut voir ça. Donc là, il y a le bundle JS et non pas le type JS dans l'application. Donc mon application qui est packagée, que l'utilisateur installe, il y a le bundle JS et il y a tout ce qui est natif aussi autour. Il y a un truc qui est important, c'est le moteur JS qu'on voit ici. On peut, dans une application React Native, pousser un moteur JS pour exécuter le code JS sur un moteur JS choisi. Mais on peut aussi ne pas pousser le moteur JS. Et dans ces cas-là, c'est le moteur JS par défaut du device qui va exécuter le code. On va voir que c'est peut-être pas une bonne idée. Donc voilà pour React Native. Encore une fois, si vous voulez regarder, il y a vraiment 1 million de tutos très bien faits sur le web. Mais moi, je vais vous parler d'Expo. Parce que quand on a commencé sur React Native, on savait qu'il y avait Expo. Expo qui se définit comme, je cite, une plateforme qui facilite le développement de React Native. Bon, on avait regardé vite fait, ça avait l'air sympa, mais bon, sans plus, on n'avait pas forcément trop creusé. Et ça a vraiment été une très bonne surprise, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, premier point, c'est comment s'intègre Expo. Pour faire vraiment simplifier, Expo, en fait, c'est ce qu'on voit en gris ici. Expo, il va se mettre par-dessus tout ce qui est natif, et en fait, il va se faire un tampon entre votre code JS et le code natif. Donc vous ne manipulez plus directement le code natif, mais vous manipulez Expo qui manipule le code natif à travers le bridge, etc., etc., bien évidemment. Donc ça, quand on est développeur, moi je dois vous avouer que rajouter un étage de plus à une fusée qui me semble déjà bien compliqué, me dire qu'il faut des libs compatibles Expo, et en plus me retrouver coincé dans un écosystème, mon petit cœur d'anarchiste, ça me chagrinait un petit peu. Et franchement, j'ai pas regretté quand même. Alors déjà, il y a un truc pour lequel j'ai pas regretté. Alors là, je vais devoir parler vite pour suivre la vidéo. C'est le gain sur la DevX. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe quand on code sur l'application Indy. Allez. Donc voilà, je code sur l'application Indy. Et ben je vais lancer un npm start sur mon appli. Ça va m'afficher cet écran avec ce QR code. Retenez bien le QR code. Et quelques petites options. Là, je vais envoyer la première option qui va me permettre d'exécuter sur Android, sur un simulateur Android via Android Studio, mon application. Donc là, ça fait tout un espèce de bazar pour envoyer sur mon simulateur mon application Indy ici. Je fais pareil sur mon simulateur iOS. Ça charge mon application. On voit ici que ça construit le bundle de mon application, le bundle JS. Ça construit tout un tas de bazar que ça envoie sur mon simulateur iPhone. Là, je suis juste sur mon poste, je suis sur des simulateurs. Et là, ce qui est assez ouf, c'est que si je modifie donc mon code ici, je rajoute bonjour Lyon.js, et bah bam, en live, en hot module reload, je vais me retrouver avec mon code qui a été modifié. Je le retrouve directement sur mon simulateur. On est honnêtement, en termes de developer experience, on n'est vraiment pas loin de ce qu'il peut y avoir sur le web en termes d'usage, et ça c'est vraiment appréciable.
Et petit double effet qui se coule qui est vraiment cool aussi, le petit QR code qu'on voyait, si j'ai Expo d'installer sur mon téléphone, je flash le QR code et ça va automatiquement me lancer l'app et j'ai la même killer feature de Hot Module Reload sur mon téléphone. C'est super cool aussi si on veut tester sur un vrai device, parce que c'est important quand on fait du natif de tester sur des vrais devices. Je vais en reparler. Hop, allez. Ouais. Hop. Alors il y a un gros gain sur la DevX par rapport à React Native, donc pour avoir vu un peu ce que ça donnait React Native sans Expo, il y a vraiment un énorme gain. Mais il y a aussi un gros gain sur le déploiement. Encore une fois, une application React Native, c'est ça. C'est du JS, donc qu'il avait bien nommé, et du natif. Et alors là, il faut imaginer que quand on construit notre application React Native, il faut prendre cette petite lib là, cette petite lib là, et faire un espèce de gros bundle avec du natif, avec du JS, avec plein de choses. Et honnêtement, pour l'avoir fait sans Expo, pour avoir vu ce que ça donnait, c'est vraiment pas évident. Donc il y a des outils qui existent qui permettent de le faire, mais c'est vraiment pas fluide et ça demande un travail de fou dans la CI pour être capable de le faire sur votre poste. Il y a vraiment du gros boulot. Expo, pour créer une application, c'est une commande à exécuter. Donc EAS build, je lui précise ici la plateforme. Donc là, typiquement, si je vais faire iOS et Android en lui précisant all. Je lui précise la target, parce que là où c'est assez ouf, c'est qu'Expo, ça vous permet de construire une application de prod, mais ça vous permet aussi de construire une application de pré-prod, ou voire même des applications que vous allez utiliser sur des PR apps, des environnements éphémères. Et là, Expo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va build sur votre poste local le JS. Une fois qu'il a réussi à build le JS, il envoie tout sur les serveurs d'Expo. Et Expo se charge de faire le petit travail d'orfèvre, de prendre ce petit bout de JS, ce petit bout de natif, et de packager toute une application. Et là où c'est encore plus sympa, Expo derrière, une fois qu'il a fait tout son petit travail, il va aller soumettre sur les stores, sur Google, sur Android, sur Google, sur iOS, votre application. Et vous n'avez plus qu'à vous lancer dans l'espèce de clicodrome infâme que sont les stores pour déployer votre application. Donc 900 clics plus tard, vous y êtes, mais par contre Expo vous a simplifié énormément le boulot en amont. Alors Expo, il y a encore un truc encore plus ouf dont ils ne parlent pas vraiment dans leur doc, c'est les mises à jour via OTA. Qu'est-ce que c'est OTA? C'est Over the Air. L'idée, c'est que c'est des mises à jour qui sont rapides et qui s'appliquent instantanément ou quasi instantanément à l'intégralité de votre base d'utilisateurs. Globalement, une mise à jour OTA, ça permet de remplacer le bundle JS d'une application par un nouveau bundle JS. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est toléré par Apple, clairement, ou Android, mais clairement, c'est pas forcément leur cam, mais ils l'autorisent, ils le tolèrent. Bon, il y a toujours des rumeurs comme quoi ça va bientôt plus être possible, etc. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on en fait en veux-tu, en voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Faut imaginer, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, que chez Indy, on utilise énormément l'OTA. Et on a fait, j'ai compté, on a fait une grosse quinzaine de releases qu'on n'aurait pas pu faire en OTA, donc qui impliquent des vrais changements profonds sur du natif. On en a fait une quinzaine sur 1 an et demi, alors qu'on a fait des centaines de releases via OTA. Il y a quand même des cas où on ne fait pas de l'OTA, parce que l'OTA, c'est quelque chose qui va se faire silencieusement. Donc l'idée, ça va être de remplacer à chaud sur le téléphone du client le bundle JS, et ça se fait silencieusement et le client ne le voit pas. Des fois, pour le client, c'est sympa aussi de faire un petit effet d'annonce et de dire on a mis une nouvelle fonctionnalité, et c'est cool de passer par les stores dans ces cas-là. Alors assez rapidement, l'OTA, comment ça marche? Quand je vais lancer mon application Indy, par exemple, et le Expo, il va lancer l'application, commencer à charger ses libs natives, mettre l'écran de chargement, et en background, il va commencer à télécharger le nouveau bundle JS qu'on va vouloir pousser. Le téléchargement se fait, et dans le meilleur des mondes, bam, quand mon application elle charge, quand j'ai fini l'écran de chargement, j'ai le nouveau bundle qui a été téléchargé, et je démarre directement sur la nouvelle application. Le seul effet qu'il peut y avoir, c'est que ça peut être légèrement plus lent de charger l'application, parce que le temps de l'écran de chargement peut être légèrement plus long que prévu. Il y a une limite, en fait, on lui dit je veux passer pas plus de 10 secondes sur le temps de chargement, et si jamais on n'a pas eu le temps, dans le temps imparti, de télécharger le nouveau bundle,
et bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va lancer l'application sur l'ancien bundle, et en background, encore de nouveau, Expo va télécharger le nouveau bundle, et au prochain lancement de l'application, wouh, je suis sur le nouveau bundle. Les mises à jour via OTA, je vous dis que c'est de la balle, mais vous pouvez me croire ou pas. Je crois qu'on dit plus ça d'ailleurs, cette expression aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vais vous montrer pourquoi c'est énorme. Là, typiquement, c'est tiré de notre Mixpanel, donc notre outil de Product Analytics. On voit en fait qu'on était sur la version verte et on est passé sur la version bleu-violette. Là, la release du vert au bleu-violet, ça a été fait via une release officielle. Donc la release officielle, c'est celle que vous connaissez bien. Je passe par les stores, j'ai un petit bouton mise à jour, ou alors ça se fait de manière plus ou moins automatique, de façon aléatoire quand je suis branché et que c'est la pleine lune, etc. Ça met à jour automatiquement mon application. Là, on voit bien effectivement cette histoire. La graduation, là, c'est 2 jours. Et moi, pour faire ma release, on voit que ça a pris des jours et des jours, voire des semaines, avant que je puisse raisonnablement dire « Ouais, je commence à avoir un certain nombre de clients qui est passé dessus ». Et surtout, je me retrouve avec des irréductibles gaulois qui restent de façon totalement infinie sur l'ancienne version, qui refusent catégoriquement de faire la mise à jour. Ça, c'est un vrai problème quand on fait du natif, parce que là, si je voulais passer à une correction de bug, il faut imaginer que j'ai des mecs qui vont rester 2 semaines avec l'ancien bug, voire qui vont rester à l'infini avec l'ancien bug. Alors, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour bloquer les applications dans ces cas-là. Je ne reviendrai pas dessus, mais nous, dans ces cas-là, quand on a un bug, on essaie de pas trop en avoir, mais quand on a un bug, on va passer par l'OTA. Et là, l'OTA, c'est ce qu'on voit en vert. L'OTA, on était sur la violette, et là, on a fait une OTA pour passer sur la orange. Et on voit que là, en quelques heures, l'intégralité de mes clients qui étaient sur le violet ont basculé sur le orange. Alors, on peut se demander, mais pourquoi ça ne met pas à jour le vert? Parce que le vert, on était sur des dépendances natives, et l'OTA, ça ne remplace que le JS. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas remplacer le vert par le orange parce que j'ai des changements natifs, et l'OTA ne remplace que le JS et pas le natif. Donc j'aurai une incohérence entre le JS attendu, le JS avec le natif qui l'attend, et clairement j'aurai des problèmes qui ne vont pas. On pourrait faire plusieurs branches d'OTA. Nous, on fait relativement simple chez Indy, et on ne fait de l'OTA que sur la dernière version. Et ceux qui sont restés dans le passé, voilà. La mise à jour via OTA, c'est aussi simple qu'une mise à jour classique. Là, je vous montre comment on le fait chez Indy. Donc nous, l'espèce de commande infinie d'Expo, on l'a packagé dans GitHub Action. Donc grosso modo, qu'est-ce que je fais quand je vais aller chercher, quand je veux faire ma mise à jour? Je vais dans mes workflows GitHub Action. Je choisis parmi tous nos workflows de deploy, le workflow de deploy via OTA. Hop, je choisis la branche Git que je veux déployer. Donc c'est là que typiquement je peux déployer une autre branche sur la pré-prod ou une PR app, un environnement éphémère. Je mets un petit message un peu sympa pour les copains qui vont aller regarder pourquoi il y a eu cette OTA sur la UI d'Expo. Et surtout, je lui donne la target, encore une fois, pour choisir de déployer sur la prod ou sur la pré-prod ou un environnement éphémère. Voilà, pas plus simple que ça. Et après, je clique sur le bouton vert et c'est bon, c'est gagné. Alors ça, c'est bien cool, mais Expo, la question aussi, c'est de se demander le coût. Si c'est un truc qui est super mais qui coûte un bras, bon, ça peut se discuter. Et chez Indy, le retour, c'est que c'est une grosse centaine d'euros, une bonne grosse centaine d'euros par mois, mais on est à peu près à 150 €. Il existe une version gratuite, mais ils sont très très forts et ils arrivent à avoir une version très dégradée sur le gratuit. Honnêtement, pour un truc perso ou pour un petit projet hobby, ça fait largement l'affaire s'il y a quelques développeurs, si vous êtes sur un petit truc. La version gratuite suffit largement. Ça rallonge juste un peu le temps de build volontairement et on ne peut pas faire de l'OTA sur des milliers d'utilisateurs ou utiliser les features sympas d'Expo sur des grosses bases clients. Mais nous, dans notre cas, avec les 50 000 téléchargements d'app qu'on a, on en a pour si peu cher que ça. Voilà. Je vous propose de finir par encore une fois, quelques problèmes rencontrés. Si vous êtes chaud, je peux en parler pendant des heures de tous les problèmes qu'on a eus. Je suis très chaud pour en discuter, mais je vous ai sélectionné un petit panel. Si vous voulez en avoir plus, n'hésitez pas à venir me voir après pour que je vous fasse un portrait un peu plus noir. Alors, le premier truc qui a été très important, je l'ai dit au début, c'est chez nous, Indy, la user experience, elle est très importante. La user experience, ça va avec les perfs. Et les perfs,
Et bah, les perfs et React Native, ça demande quand même un petit peu de doigté, ça demande un peu d'habitude. C'est le même problème qu'une application React, mais on rajoute quand même des problématiques en plus. Alors, plutôt que de vous parler de tout ce qu'on a pu mettre en place, je vais plutôt vous parler déjà de la méthodologie qu'on a eue. Donc on s'est rendu compte, nous, assez rapidement, quand on était en bêta, que là où on avait une sensation un peu d'application pas fluide, qui rame, etc., c'était sur les changements d'écran. Donc je suis sur une liste de transactions, je sélectionne une transaction, et là, si je mets du temps à charger la liste de la transaction, l'écran de transaction, bah, c'est là que j'ai une sensation d'application pas fluide. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, on va se concentrer sur un point, c'est déjà mesurer, trouver le moyen de mesurer le changement d'écran. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a trituré un petit peu notre React Native, notre appli, pour être capable de mesurer ça. Et une fois qu'on a été capable de le mesurer, on l'a poussé dans Mixpanel, encore une fois, donc qui est vraiment pas prévu pour, mais qui faisait bien l'affaire pour nous. Donc chez nous, s'il marche, si c'est stupide mais que ça marche, c'est que c'est pas stupide. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a poussé donc dans Mixpanel cette information, et à partir de là, ça nous a permis de faire toute une série de recoupements. Donc typiquement, de déterminer est-ce qu'on a des perfs qui sont meilleurs sur Android ou sur iOS, sans troll, ou le truc qui nous intéressait vraiment, c'est quels sont les pires mobiles qu'on peut avoir parmi notre base client. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à partir des mobiles sur lesquels on a vu qu'il y avait le plus de friction pour les clients, ces mobiles-là, on les a achetés d'occasion sur Back Market. Et nous, le développeur, en fait, plutôt que de coder sur nos Mac super puissants ou nos téléphones qui tiennent la route, on codait plutôt sur ces téléphones d'occasion via le système de QR code dont je parlais tout à l'heure. Et ça nous permettait de voir vraiment ce qu'allait ressentir un client en utilisant l'application. Le truc aussi qui est assez sympa avec cette méthodologie, bon, on n'a pas réinventé la poudre non plus, mais qui est assez sympa avec cette méthodologie, c'est que quand vous mesurez la même chose dans le temps de la même façon, et ben ça vous amène aussi des métriques assez intéressantes, ça vous permet de mesurer dans le temps. Typiquement, là j'ai repris le graphe de perf, et ben on voit que sur une montée de version Expo qu'on a eu, donc l'Expo 49, on a eu un gros drop de perf, donc le temps de chargement des écrans a été bien secoué. Et c'est une montée de version d'Expo. Alors quand Expo il monte de version, il faut imaginer qu'il y a React Native qui monte avec, il y a toute une série de modules natifs qui montent avec, il y a des libs de tous les sens. Donc, qui est la cause de ça? On n'a pas cherché, pour être honnête. Mais en tout cas, on voit que suite à une montée de version Expo, on peut avoir un drop, et surtout ça permet d'être assez proactif, de voir que ok, il y a eu un problème, et s'il y avait eu un gros problème, pouvoir trouver la cause et revenir en arrière assez facilement, ou investiguer de façon plus facilement. Je ne vais pas vous lister toutes les problématiques de perf qu'on a eues. Globalement, en fait, pour faire très simple, le gros problème qu'on peut avoir en React Native, c'est le même que ce qu'on aurait en React, c'est le render. Ça va être combien de fois je vais rendre mon JSX, combien de fois je vais le rendre à l'écran. Plus on rend à l'écran le JSX, et plus les perfs sont dégradés. Donc le gros du travail, si vous le faites sur le web, sur React DOM, vous le faites pareil sur React Native. Il faut savoir un truc, c'est que dans une app React Native, voilà ce qui se passe. Dans la VMJS, dans le Thread.js, il y a le feu. Le CPU, il est toujours à fond de balle, il n'y a plus de mémoire, c'est la catastrophe, etc. C'est toujours pareil, c'est toujours dans le Thread.js que ça ne va pas. Et pendant ce temps-là, dans le Thread UI, nickel, il se passe jamais rien. Donc un truc qui est vraiment un conseil en fait en termes de perf sur React Native, c'est de se dire tout ce que vous pouvez déporter du Thread.js vers le Thread UI, vous serez vraiment gagnant sur les perfs. Typiquement, un truc qui est important en fait, c'est de se dire les animations, je peux les faire en JS, je suis à peu près capable de le faire. Simplement, ça va s'exécuter dans le Thread.js, ça va surcharger mon Thread.js. Et le Thread.js, c'est celui qui donne une sensation pareille d'app qui rame, le truc pas fluide, ou quand vous scrollez, ça c'est le Thread.js qui va en être la cause. Et donc, le fait de déporter les animations, de mettre les animations dans le Thread.js, je ralentis encore mon application, alors qu'en fait, il y a souvent des librairies qui permettent de reporter des problématiques JS vers du natif. Typiquement, les animations, il y a plein de librairies qui codent en natif le fait de traiter les animations et qui permettent de le mettre sur le thread UI et de décharger un petit peu l'application, le Thread.js, et de rendre votre application légèrement plus fluide. Alors un autre point qui est extrêmement important, on ne le voit pas trop la couleur, c'est la VMJS.
j'ai dit au début que s'il n'y a pas de VMJS packagé dans votre appli React Native, on va prendre la VMJS de base du téléphone. Alors, il faut savoir un truc quand on code une application mobile, et particulièrement du React Native, c'est que typiquement sur Android, il y a 1 million de téléphones qui existent, des fois tous plus pourris les uns que les autres, et avec des VMJS des années 2, que je ne comprends pas que ça puisse être dans un téléphone. Et on se retrouve vraiment avec des applications qui rament énormément si on ne fait rien là-dessus. Ça demande une optimisation du tonnerre et en plus, des fois, on essaye d'optimiser et ça dégrade sur un autre téléphone qui est sur une autre VM. Donc l'astuce, en fait, et il n'y a vraiment pas de débat, il faut partir là-dessus quand on part sur React Native, c'est de remplacer en fait la VMJS de base et de pousser la VM Hermes. Donc Hermes, c'est une VM qui est proposée par par React Native, pardon. Et Hermes, en fait, elle est optimisée React Native. Elle va être bundlée dans votre application React Native et le code JS va s'exécuter dessus. Le gain, il est énorme en termes de perf. J'ai pas été foutu de retrouver le graphe qui va avec, mais il est vraiment assez énorme. Et surtout, en fait, il y a un deuxième gain, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que sur Android, ou en tout cas sur tous les téléphones Android, votre code JS s'exécute de la même façon. Sinon, en fait, vous vous retrouvez avec une VMA qui exécute le code de telle façon, qui accepte ça, mais la VMB, elle accepte pas ça, etc. Et on passe son temps à faire des fixes juste pour 3 téléphones qui se courent après. Donc Hermes, c'est vraiment, moi si j'ai un conseil, c'est de partir directement avec et de tester sans juste pour voir et de le mettre le plus vite possible. Voilà, alors un petit truc important, c'est que on parle de tech, on parle de digital, etc. Mais en fait, on oublie aussi des fois qu'il y a du physique dans ce qu'on fait. Donc nous, typiquement, on a failli avoir un énorme problème sur le projet à cause d'un cambriolage. Pourquoi ? Parce que je vous avais dit qu'on avait identifié des téléphones qui ramaient un petit peu et on avait identifié des iPhones, pareil, qui ramaient un petit peu. Et donc on avait acheté, je crois, 2 iPhone 6 ou 7 ou quelque chose comme ça pour tester nos développements sur du iOS, sur des téléphones qui rament un petit peu. Donc on en a acheté 2 et qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris le compte qui était propriétaire de l'application, qui devait être mobile@indy.fr, et on l'a mis sur les comptes pour pouvoir télécharger une application sur les téléphones, pour télécharger une application sur les stores, etc. Puis les téléphones, on les a laissés sur les bureaux. Et puis on se les a fait piquer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout de plusieurs jours, alors après des histoires assez rocambolesques, je ne vais pas vous faire le détail, suite à discussion avec la police, etc., on n'a pas bloqué les téléphones. Et il y a un moment, un lundi matin, on arrive et il se trouve qu'on s'était fait piquer notre compte propriétaire de l'app mobile. Donc notre mobile@indy.fr sur l'App Store, on se l'était fait piquer. Alors on a eu énormément de chance, les mecs ont fait ça pour... Enfin les voleurs ont fait ça pour commander sur Uber Eats, mais ça aurait pu être vraiment désastreux et ils auraient pu nous piquer notre application ou pire, pousser une autre application à la place de notre application. Pourquoi c'est important de vous le dire, c'est que on en a tiré quand même quelques sons. Déjà, toujours pareil en fait, on raisonne sécurité, cybersécurité, etc. Mais il faut se dire aussi que la sécurité, ça commence ne serait-ce que par le physique en fait, pas se faire piquer nos devices ou ne pas laisser un device déloqué ou des choses comme ça. Il y a un truc aussi qui est important, c'est de se dire, vaut mieux que... Alors, comment on s'en est sorti ? En fait, on a appelé Apple, qui nous ont dit on peut rien faire. Puis on a rappelé Apple, on a rappelé Apple. On a fait 15 allers-retours avec Apple. On est arrivé en Irlande à un moment avec eux. Et il y a un moment, ils ont accepté de transférer l'app du compte historique vers un autre compte. Ce qu'ils nous ont dit à ce moment-là, c'est qu'ils déconseillent, eux, d'utiliser un compte générique comme propriétaire d'app. Donc mobile@indy, parce que quand ils ont quelqu'un au téléphone, mobile@indy, ils savent pas que c'est moi. Moi c'est Julien, c'est pas. Donc eux ils conseillent vraiment d'avoir plutôt un compte nominatif qui est propriétaire de l'app, un dev de la boîte, et comme ça c'est beaucoup plus facile pour eux de vérifier l'identité de la personne s'il y a le moindre problème. Ça c'est important à savoir et je ne referais pas la même chose si j'avais su ça. Et le truc con, c'est de ne pas utiliser ce compte sur plusieurs appareils. Parce que nous, comme on s'est fait piquer plein de téléphones avec les systèmes de tout effet, etc., comme on avait plusieurs téléphones, les mecs ont réussi à escalader petit à petit et à prendre le contrôle du compte, à coup de validation sur un téléphone, puis sur l'autre, etc.
Autre dernier petit truc, en fait, dernier petit couac qu'on a pu avoir, mais assez sympa, c'est notre ouverture un petit peu trop en fanfare. On s'était dit, sans prendre trop de risques, que le plan de bataille pour ouvrir l'app mobile, c'était de commencer par une bêta, de plus en plus d'utilisateurs en bêta, puis de la release sur les stores, mais de surtout pas communiquer. Bon, okay. Puis après, on a envoyé une communication à 100 clients. Puis on voulait envoyer une communication à 200 clients, puis 500, puis 1000, etc. Vous voyez l'idée jusqu'à toucher toute notre base indie. Donc on a fait la bêta, on a fait 100 clients, et on a fait 120 000 clients. Donc 120 000 clients ou prospects indie ont reçu un mail comme quoi il y avait l'application mobile indie tant attendue qui sortait sur les stores. Et là, du jour au lendemain, on a eu ça. On a eu une application qui grenouillait, donc là c'est la charge côté back-end de l'application mobile vue de Datadog, qui grenouillait lamentablement autour de zéro, et bam, on est arrivé à un quart du trafic sur le back-end indie du jour au lendemain. Et surtout, un truc qui est assez intéressant à noter, c'est que on est devenu l'application de finance numéro 4 en France. Il faut se dire que c'est devant Boursorama, devant PayPal, devant des trucs qu'on n'ose pas tutoyer normalement. Et aujourd'hui, maintenant, on est revenu sur un niveau beaucoup plus normal. Donc, on a toujours une charge qui n'est pas négligeable non plus. L'application Mobile Indie, elle fait 16% du trafic, incluant Webbook et Robo, donc c'est pas ridicule. Mais elle est classée 150 aujourd'hui sur l'App Store, donc ça intéresse quand même moins les foules. Qu'est-ce que c'est les apprentissages qu'on a un petit peu là-dessus? C'est déjà un truc tout bête, mais qui est intéressant à savoir. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à en faire. C'est le classement sur l'App Store. Il est extrêmement instantané. Parce qu'en fait, le fait d'envoyer le mail, on a eu des milliers de téléchargements dans l'heure, et tout à coup, notre classement s'est emballé. Donc en fait, on peut tweaker un peu ce classement via du spam, mais en forçant un peu des téléchargements plus ou moins artificiels à un moment donné. Bon, ça c'est une chose, mais un autre truc qui est quand même aussi important, c'est que c'est un travers de dev qu'on a de toujours prendre des pincettes, de jamais prendre de risques, etc. Des fois, en fait, il faut savoir se faire confiance et de se dire, quand on a passé la bêta, quand les utilisateurs sont satisfaits, il faut peut-être y aller, il faut arrêter de retenir les chevaux en permanence. Et en fait, il faut se faire confiance à notre produit. Et alors, un dernier point, et alors ça, pour en avoir fait beaucoup, je ne pensais pas que c'était vrai, mais une campagne de mailing, ça peut marcher. Et alors ça, je dois vous avouer que j'y croyais pas. Moi, qui jette les mails que je reçois assez facilement, j'étais très très surpris de voir l'afflux de téléchargements qu'on avait grâce à une simple campagne de mailing. Voilà, alors en conclusion, vous en doutez, on est plutôt très content, voire très content de React Native et Expo. Faut pas se tromper, on a pesté, on a râlé, on l'a maudit pendant un bout de temps, mais globalement on est vraiment content du résultat. C'est le postulat de départ, c'est un bon choix quand vous avez une codebase en JSTS. Même si vous ne pouvez pas vraiment partager de code entre votre appli React Web et votre appli React Native, c'est vraiment un bon plan parce que on est vraiment à la maison. Et je trouve qu'un bon indice sur le fait que c'est plutôt pas mal et la learning curve est pas mal du tout, c'est qu'on est arrivé, on connaissait vraiment pas grand chose et à la fin on a une app qui marche vraiment bien et dont les utilisateurs sont très satisfaits. Donc c'est plutôt un bon indicateur. Avant de répondre aux questions, vous vous en doutez, Indie recrute. On recrute des devs, on recrute des lead devs, on fait du JS, du super JS dans la bienveillance. Si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à venir m'en parler. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre si on peut répondre. Oui, lisez celles qui sont sur la fiche, s'il vous plaît, les questions. C'est clair. Yes, du coup, moi j'avais une question, je voulais revenir à l'OTA, du coup. Ouais. Donc du coup, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait, en fait, c'est effectif à partir du prochain lancement. Alors, si tu as de la chance, c'est effectif au premier lancement. Ouais. Si tu as réussi à télécharger l'application pendant l'écran de chargement, c'est effectif direct au premier lancement. Sinon, si tu n'as pas eu de chance,
C'est au ça prochain. télécharge en background et au prochain lancement de l'app, effectivement, ce sera Ok. effectif. Et du coup, genre, est-ce que ça peut poser problème dans le sens où, comme tu as dit, vous avez fait 15 releases officielles et une centaine de releases via OTA. Et donc, du coup, ça voudrait dire que la dernière version de l'OTA est potentiellement très différente de la version officielle. Et donc, Exactement. du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont dans une version. Et du coup, est-ce que ça a été un problème ou Alors, spécialement? c'est vraiment la bête noire des applis mobiles. Là, ce qu'on a fait, c'est que on s'est pas fait avoir, on s'est pas trop fait avoir, et en fait, on a prévu dans l'application mobile au lancement de l'app, et ça, c'est important à faire quand on fait une appli mobile. Elle envoie au back-end, elle envoie sa version, et Ok. elle dit coucou, je suis l'application mobile Indie, je suis sur telle version. Est-ce que j'ai le droit de m'exécuter? Et le back-end, en fait, depuis le back-end, on peut piloter et on peut invalider des versions et dire non, cette version, désolé, t'es vraiment trop à la bourre. Ok. Et on lui pousse un écran en fait qui le pousse à se mettre à jour sur le store et on bloque l'application. Et ça, c'est vraiment important quand on fait une application mobile de faire ça parce que sinon, on se retrouve figé dans le temps et on peut même plus faire de changements sur l'API ou des fois il y a des breaking change ou des fois c'est des breaking fonctionnels. Donc c'est important de bien respecter cette règle. Pour être très honnête, on a prévu le mécanisme, on a prévu un mécanisme extrêmement compliqué à l'écran, etc. On n'a jamais eu à s'en servir. Finalement, quand on fait un peu gaffe, on n'a pas eu de gros breaking change et surtout on n'a pas eu de gros changements sur l'app depuis qu'on l'a posée. Ok. On est plus en maintenance, plus ou moins, pas forcément trop vénère dessus. Ok. Merci. Voilà. Question évidemment. Évidemment, Laurent. Alors merci Julien. Donc j'en ai deux. La première c'est alors on est habitué à dépendre de tierces pour faire tourner les applications web, les serveurs, etc. Mais là c'est quand même un tierce qui va construire un logiciel pour le déployer sur la machine du client. Comment est-ce que vous avez abordé cette question d'un point de vue sécurité, etc. T'avais une autre question, je crois. Ouais, alors, je vais commencer par la deuxième sinon. C'est tu suggérais d'envoyer à chaque fois l'app avec la machine virtuelle, enfin le runtime JS. Est-ce que après il va être partagé entre toutes les applis que je télécharge sur mon téléphone ou je vais me retrouver avec un Hermès pour chaque appli que je télécharge sur mon téléphone? C'est une bonne question. Je suis à peu près sûr il sera pas partagé, qu'il sera bundlé Ok. dans l'app. Donc j'ai potentiellement Donc Hermès, 25 à mon avis, runtime. tu l'as 10 fois sur ton téléphone. Ok. Effectivement, tu dois avoir 300 mégas de ton téléphone Ok. qui contient Hermès. Et alors la première question, c'est un vrai sujet qu'on a eu, effectivement. Parce que moi, le côté coincé dans un écosystème qui fait un peu boîte noire, etc., bah, c'est pas mon délire quand même, quoi. J'aime bien aussi comprendre ce qui se passe. C'était un trade-off. C'était de se dire, bon, bah, il y a beaucoup de gens qui utilisent Expo, il n'y a pas eu de soucis particuliers sur Expo. Tu maîtrises même pas vraiment effectivement les machines sur lesquelles c'est exécuté. Tu peux pas dire, tu pourrais pas, si tu veux être dans un environnement très sécurisé, dire bah, je veux pousser mes machines et tu vas plutôt exécuter ton code sur mes machines à moi. Ça part dans le cloud, effectivement, ça part sur du Amazon, ça part sur du GCP, j'en ai aucune idée. Mais clairement, il y a un moment, ton code il part chez eux intégralement. Faut quand même se sécuriser aussi en se disant que le code qui part, c'est du code public. C'est finalement le code de ton application, bah, il est public, c'est comme du web. Tu peux le décompiler, tu peux regarder ce qu'il y a dedans. Et finalement, t'as pas vraiment ce que tu envoies à Expo, c'est déjà un bundle JS. Et toute toi, ta partie un petit peu intelligence, elle est quand même un peu masquée, tes secrets, etc. Et il peut pas avoir accès à plus que tes secrets publics. C'était plus dans l'autre sens que je l'envisageais moi, c'est que Expo ou quelqu'un de malveillant qui a réussi à compromettre Expo rajoute un truc dans votre bundle qui est déployé chez les clients quoi. Ah ouais, bah là tout à fait. Là effectivement, le jour où il y a quelqu'un qui veut piquer des credentials et Expo, Ok. non là et on a zéro, je vais être honnête, on a zéro contrôle là-dessus. Ok. Merci Julien. Merci pour la question Laurent. Tu Merci Julien pour la présentation déjà. Pour rester un peu dans le thème de Expo, tu parlais au début du fait que vous avez réfréné un petit peu le fait de passer à Expo potentiellement pour le côté justement un peu fermé, la compatibilité, le fait d'avoir besoin de librairies compatibles avec Expo et tout ça. Est-ce qu'au final c'est quelque chose qui vous a bloqué dans le développement ou il n'y a pas eu trop de soucis là? C'est une bonne question.
Alors, ça nous a bloqué plus ou moins. Typiquement, il y a des libs genre Intercom. Ils ont une lib React Native qui est super bien, qui est du feu de Dieu. Et sur Expo, elle n'existe pas. Donc il faut bricolouiller. En gros, Expo de base, en fait, tant qu'on utilise les sets de base, c'est très facile. Dès qu'on commence à sortir un peu des libs officiels Expo, ça devient un petit peu plus galère. Et là, il a fallu qu'on bricole pour intégrer la lib React Native Intercom dans Expo. Donc ça nous a freiné un petit peu parce qu'on est resté le plus longtemps possible sur le set de base avec la developer experience la plus fluide possible. Depuis, on l'a légèrement dégradé, mais là le screenshot qui a été fait était fait avec, mais ça complique un petit peu l'usine de dev. Donc ça nous a bloqué un peu au début parce qu'on n'a pas pu mettre tout ce qu'on voulait mettre. Il y a aussi des limitations. Expo par exemple, moi j'aurais bien aimé que quand je prenne une photo sur mon téléphone, je puisse envoyer vers Indy. Avec Expo, tu peux pas faire ça. Je crois qu'avec React Native, tu devrais pouvoir. Je vois que ça hoche de la tête à côté, donc je pense que oui, à mon avis, tu connais mieux que moi. Donc il y a des limitations effectivement à utiliser Expo là-dessus. Nous, le choix aussi qu'on fait quand même, et c'est souvent un choix qu'on fait chez Indy, c'est de se dire, il y a un moment, on peut pas tout faire, mais par contre, si c'est simple, si ça nous simplifie la vie, honnêtement, tant pis, on accepte qu'il y a 2-3 features qu'on n'aura pas, et à côté de ça, on respecte le contrat à côté, quoi. Ok, Je réponds merci. à moitié à côté, mais... Vas-y, ouais. On va prendre une dernière question. Un peu, Ça en, roule. pardon. Un peu en follow-up de ça, est-ce que vous aviez, du coup, chez vous, est-ce que vous aviez de la compétence sur la partie native, donc des devs iOS, Android, ou est-ce qu'il y avait full TSJS Alors, on avait de la compétence, oui, ça oui. C'est un Non, bon début. plus sérieux, et du talent, avant tout du talent. On avait de la compétence React déjà, on était pas mal à avoir beaucoup touché, beaucoup poncé React avant. React Native, moi j'avais vu de plus ou moins loin une application React Native avant sans Expo. Et surtout, ça m'avait quand même permis de voir justement les histoires de breaking change sur l'API, etc. J'ai vécu ces problématiques-là, donc ça a permis quand même de bien se protéger. Pour être honnête aussi, on s'est fait accompagner par un freelance sur le début, sur les premières semaines, pour qu'il nous mette un peu sur les rails. Et sinon, on avait, à part jouer dans notre bac à sable avec React Native et Expo, on avait clairement, on était des lapins 6 semaines. Ouais. Ok, du coup, j'étais curieux de savoir si... moi, je sais que ma perception de React Native, c'était qu'à un moment, pour faire un truc un peu sérieux, fallait quand même avoir un dev iOS, un dev Android dans le coin pour venir... Alors on a un mec, on en a deux qui sont assez... assez vénères sur tout ce qui est natif, donc Ok. ça aide aussi pas mal et au moins et qui suivent en plus pas mal l'écosystème, etc. Mais très honnêtement, pour faire une application de qualité, tu peux t'en sortir si tu touches juste un peu JS et surtout si tu connais React et si tu sais optimiser du React et bien travailler sur les perfs React. Je pense que c'est plus important de connaître React que de connaître le natif pour faire ça. Merci. Ouais, n'hésitez pas.